Bonjour et merci de nous rejoindre en ce jour pour la réflexion demandée, rencontre-échange. Nouveau numéro, le décryptage de l'actualité en cette fin de semaine sur les sujets que nous connaissons tous, la crise socio-politique qui secoue notre pays, l'effritement de la C14, le retour annoncé de François Bokor et qui n'est pas rentré au pays jeudi comme initialement prévu. Voilà autant de questions dont nous allons débattre dans cet entretien avec M. Antoine Folly. Il est le délégué général de UDS Togo. M. Antoine Folly, merci de nous accepter votre invitation. Merci, c'est moi plutôt qui vous remercie. Et je salue tous les téléspectateurs de la RTDS. Donc j'espère que cette émission leur permettra de mieux comprendre ce qui se passe. Mieux comprendre, mieux décrypter. Alors, je commence par ce retour annoncé de l'ancien ministre de l'Intérieur, François Bokor. Il était annoncé pour rentrer au pays jeudi passé et finalement il n'a pas pu décoller. Son avion n'a pas pu embarquer à Charles de Gaulle à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en savez quelque chose? Bon, je n'en sais pas plus que vous. J'ai lu, effectivement, comme vous le dites, sur les médias qu'il n'a pas pu embarquer sur le vol Air France. Bon, je le déplore parce que c'est un citoyen togolais qui a le droit de revenir dans son pays. Après 14 ans d'asile. Bien sûr, quel que soit le nombre d'années d'exil, il a le droit de rentrer dans son pays et il n'existe, dans la constitution togolaise, il n'existe aucune disposition susceptible de l'empêcher de rentrer chez lui. Bien au contraire, la Constitution donne à chaque citoyen le droit d'aller et de revenir librement dans son pays dès lors qu'il n'est sous le coup d'aucune mesure administrative ou judiciaire. Donc maintenant, on attend de savoir un peu plus ce qui s'est exactement passé, mais intrinsèquement, il n'est pas normal, il n'est pas compréhensible et rien ne peut justifier que l'on puisse empêcher un Togolais de rentrer dans son pays. Donc, les autorités ne reprochent rien à votre connaissance? D'après ce que nous avons lu et d'après ce que lui-même a dit, on ne lui reproche rien. Et d'ailleurs, je pense que si on avait quelque chose de ses papiers de voyage en réalité, il y a son passeport, est-ce qu'il a à jour pour pouvoir voyager et rentrer librement dans son pays? En tout cas, il avait un passeport. D'après ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, il avait un passeport, enfin il avait un titre de voyage. Donc un passeport avec lequel il pouvait arriver au Togo. Sans problème. Vous savez, il y a beaucoup de voyageurs qui arrivent régulièrement au Togo et avec d'autres passeports et qui prennent un visa à l'arrivée. Donc, même s'il n'avait pas un passeport togolais, il suffirait qu'il ait un passeport d'un autre pays à l'arrivée. On lui établit un visa. S'il n'existe, bien entendu, aucune mesure administrative ou judiciaire qui s'oppose à son entrée sur le territoire. Mais étant togolais, il ne peut rien avoir qui puisse l'empêcher de rentrer dans son pays. Oui, en quoi la discrétion toujours sur les réseaux sociaux? Il semble que ce voyage a été préparé, négocié à la France, derrière les États-Unis. Alors tout cela, c'est du vrai? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'étais pas dans le secret des dieux. Je ne peux rien vous en dire à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que il a manifesté le désir de rentrer dans son pays après 14 ans d'exil et que, normalement, toutes les dispositions étaient prises pour qu'il rentre. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On en saura peut-être un peu plus dans les jours à venir. C'est ça. Il y avait beaucoup de bruit autour de son retour. Il a été annoncé un retour prodigal, un retour triomphal. Alors, comment vous le percevez, vous, en tant qu'acteur politique, ce retour de François Bokor? Ça, c'est le choix qu'il a fait. Donc, moi, je ne peux pas, je ne juge pas. Il a fait ce choix-là.
il sait pourquoi il l'a fait. Donc, de toute façon, ce qui est important, que son retour se fasse discrètement ou en fanfare ou triomphalement, il avait le droit de revenir dans son pays. C'est ça le plus important. Donc, on lui prête des intentions politiques aussi, hein, parce que certains voient en lui l'alternative en 2020. Est-ce que... vous savez, c'est un Togolais qui jouit de tous ses droits, y compris le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Bon, donc, je ne vois pas pourquoi on lui contesterait. Vous savez, être candidat à l'élection présidentielle est un acte personnel. Hein, donc, s'il a des ambitions pour son pays, s'il a des ambitions pour lui, il a parfaitement le droit d'être candidat. Alors maintenant, il faut, comme je l'ai dit, il faut en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé pour pouvoir juger, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est le fait qu'on puisse l'empêcher de rentrer dans son pays. Et ça, ce n'est pas normal et c'est regrettable. Dans une certaine presse, on le qualifie de déserteur du rang de l'armée. On sait qu'il était ministre, il était gendarme de haut rang avant de quitter en 2005 son pays en démissionnant de son poste de ministre de l'Intérieur. Oui, bon, vous savez, je ne suis pas spécialiste de ces choses-là, je ne sais pas comment ça se passe dans l'armée, mais est-ce qu'il était déserteur, est-ce qu'il ne l'était pas, tout ce que, je sais, enfin, de ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, il était sous le coup d'aucune mesure disciplinaire, judiciaire ou administrative. De son corps, oui. Voilà, donc si ça avait été le cas, on l'aurait laissé rentrer et lui opposer cette mesure. Donc, sur ce plan-là, je ne peux pas juger, n'ayant pas tous les éléments sur le dossier. Est-ce que ce retour vous a inquiété, ça vous effraie, ça vous... sur l'échiquier, est-ce qu'il viendra, n'est-ce pas, brouiller les cartes? Non, pas du tout. Non, parce que c'est pas évident que ça toujours dans l'autre camp qui te fait peur. C'est pour faire peur. Non, pas du tout, non. Dans la classe politique de l'opposition. Non, pourquoi? Vous savez, il y a eu d'autres avant lui. Je pense que c'était en 2015, c'était Kofi Nyamnyam qui devait rentrer, qui est revenu. Vous savez, même à l'extérieur, moi, je suis issu de la diaspora. Donc, même à l'extérieur, on participe énormément au combat politique. Donc, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur et il y a parfois une coordination entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Donc, François Bokor, en tant qu'acteur politique, son retour au Togo ne ferait que, j'allais dire, enrichir le potentiel des compétences au service de ce pays. Donc, en aucun cas, il n'y avait, en tout cas, de notre côté, nous n'avions aucune raison de nous inquiéter de son retour au pays, bien au contraire. Voilà. C'est cela. Alors, parlons d'autres sujets, n'est-ce pas? Tout à fait. Pas forcément en relation avec François Bokor, mais il arrive un moment où la C14 est entrée dans une déconfiture totale. Des 14, il n'en reste que 8, théoriquement, non? Il y a 6. 7, n'est-ce pas? Moitié-moitié. Alors, et officiellement, il y a 7 qui ont écrit, officiellement, ouvertement, qui n'en font plus partie. Qu'en est-il de l'UDS Togo? Oui, là, alors, rectifions les choses. D'accord. Actuellement, il y a 2 partis, l'ANC et le Parti des Togolais, qui ont écrit pour quitter définitivement la C14. Les autres ont pris leur distance. Oui, il y en a un, le
Togo autrement, oui. qui a également écrit pour suspendre ses activités au sein de la C14. Voilà. Pour les autres, nous ne connaissons pas. Donc ça fait 3 officiellement qui ont clairement exprimé leur retrait. Oui. Voilà. Les autres, il y a par exemple le CAR qui n'a pas participé aux journées de réflexion. Le Santé du Peuple, le parti Santé du Peuple, qui n'a pas participé non plus, qui avait écrit, les deux avaient écrit. Voilà, pour les autres, à ce jour, on n'a pas de papier officiel notifiant leur retrait de la coalition. Voilà quelle est la situation. Alors qu'en reste-t-il maintenant? Ce qui en reste de la C14. Alors, ce qui reste actuellement, il y a 7 partis politiques qui sont là et qui continuent de se réunir. Dans l'UDS Togo. Bien sûr, dans l'UDS Togo. Donc, toujours dirigé par Mme Diamagbo, c'est-à-dire la C14, ce qui en reste? Bien sûr, tout à fait. La coalition, la C14, existe toujours. Avec, sauf qu'on va lui changer de nom maintenant, la C7? Non. Et pourquoi? Il n'y a pas de raison de changer de nom. La 14, c'était un rapport aux 14 partis. Oui, c'était un rapport, mais c'est la dénomination. Donc C14, on maintient la dénomination. On maintient la dénomination. Nous avons dit la dernière fois, lors de la conférence de presse, vos collègues nous ont posé la question et nous avons dit que non, que la dénomination C14 reste. C'est comme CAP 2015 que nous avions créé pour l'alternance en 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, mais nous continuons toujours à l'appeler CAP 2015. Donc, la C14, le nom reste, la dénomination reste. Bon, alors, s'il faut à chaque fois changer lorsque un parti part ou revient, on n'en finirait pas. Donc, c'est pas le nom qui pose problème. C'est pas le nom qui pose problème, c'est le contenu qui compte. Voilà. Alors, faites-nous rapidement, comment ça s'est passé, cet effritement? Parce que pendant longtemps, vous nous avez dit qu'on est ensemble pour toujours, et jamais. C'est le peuple qui vous a appelé à vous unir, à avoir une stratégie d'action unitaire. Que s'est-il passé pour que cet effritement ait lieu en moins de 2 ans seulement de la construction de la C14? Oui. Non. Si je voulais éviter votre question, je vous dirais d'interroger ceux qui sont partis, mais non, ça serait pas élégant de ma part. Non, vous savez, moi, je ne jette la pierre à personne. Nous sommes en politique et il faut se rappeler les conditions dans lesquelles nous avions créé la C14. C'était dans la précipitation, dans l'euphorie. Au lendemain du 17 août. Voilà, au lendemain du 19 août. Bon, donc, tout ça a été fait précipitamment. On n'a pas eu... Alors, l'objectif, à l'époque, c'était d'obtenir les réformes, la remise à plat du cadre électoral et les réformes, le retour à la C92, la remise à plat du cadre électoral et y compris le droit de vote pour les Togolais de l'étranger. Bon, donc c'était ça l'objectif, les objectifs au départ. Et donc, nous avons pu mobiliser les Togolais autour de cette plateforme politique, mais chemin faisant, c'est vrai, nous nous sommes rendus compte que les Togolais demandaient plus de nous. Ils voulaient que nous restions ensemble jusqu'à la conquête du pouvoir, jusqu'à la concrétisation du changement que nous leur promettons. Donc, pour l'alternance et le changement que nous avons promis dans leur vie. Alors, ça n'était pas ça l'objectif au départ. Alors, ça fait que, bon, c'est vrai que la diversité, le manque d'homogénéité des objectifs ont fait que, c'est vrai, nous avons cheminé ensemble pendant 18 mois. Sans test fondateur, c'est ça?
Non, bon, il n'y avait pas de texte fondateur Oui, parce oui. que la plateforme était Oui, claire. c'est Hein. vrai, oui. C'était qu'il n'y avait que 3 points. Mais notre objectif, c'était ça. C'était d'obtenir les points de la plateforme. Et chemin faisant, l'alternance est devenue notre objectif commun. Or, l'alternance, ça veut dire que nous luttons pour conquérir le pouvoir et gouverner le pays. C'est ça l'alternance. C'est-à-dire que le régime qui est là aujourd'hui, on le remplace par un autre régime qui gouverne. C'est ça l'alternance. Voilà. Bon, donc, dès lors que l'alternance est devenue notre objectif numéro 1, c'est vrai que les réformes, etc., bien sûr qu'il reste des priorités, donc il reste des étapes pour à franchir, pour parvenir à cette alternance. Mais nous n'étions pas mis ensemble au départ pour l'alternance, c'est-à-dire pour conquérir le pouvoir et l'exercer ensemble. Voilà. Mais c'est vrai que les exigences du peuple nous ont progressivement poussés vers cet objectif-là. Alors, bon, vous avez suivi, comme tous les Togolais, le déroulement des choses et arriva donc le 20 décembre pour avec l'organisation par le gouvernement des élections législatives unilatérales. Alors, bien entendu, à partir de ce moment-là, c'est normal qu'il y ait des frustrations, que des gens... bon, comme on n'avait pas tous les mêmes objectifs, on n'avait pas tous les mêmes stratégies, bon, c'est normal que le 20 décembre, que nous avons tous ressenti comme un échec, et même un recul par rapport à notre plateforme revendicative. Bon, un recul de la C14. Hein, non, c'est-à-dire un recul même du pays. D'accord. C'est-à-dire que là, nous sommes revenus, après le 20 décembre, nous sommes quasiment revenus à la situation d'un parti unique de fait. Voilà. Mais aujourd'hui, dans le collectif des Togolais, bon, nous avons une assemblée nationale quasi monocolore, hein, or, les Togolais n'ont pas lutté, ne se sont pas mobilisés pendant tout ce temps pour arriver à ça. Donc, il est normal que nous-mêmes et les Togolais ressentions tout cela comme un échec, comme un recul. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, bon, est-ce que ça vous a opposé l'élection du 20 décembre? Parce qu'il était question de prendre part ou non de boycotter. Et il semblerait que certains parmi vous auraient souhaité prendre part d'abord au recensement électoral, puis après aux législatives du 20 décembre. Non, par rapport aux législatives du 20 décembre, il n'y a pas eu de divergence. Vous êtes tous il n'y a pas eu de divergence dès lors que nous avons posé un certain nombre de conditions minimales pour pouvoir aller à ces élections. Donc ces conditions minimales n'étant pas remplies, il était difficile d'aller à ces élections. Donc ça, là-dessus, nous sommes tous d'accord. Quand sont apparues les premières frustrations dont vous parlez? Non, vous savez, les premières frustrations, elles sont apparues tout au long de ce cheminement. Bon. Il n'y a pas eu quelque part la non, il n'y a pas eu de... Non, elles sont apparues... au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ça veut dire que dans vos réunions, on n'est toujours pas d'accord unanime sur tous les sujets qui sont mis à l'ordre du jour, sur les décisions, les résolutions qui sont prises. Non, il n'y avait pas d'unanimité. Vous nous en donnez quelques exemples là, Antoine Folie? Non, enfin bon, je ne vais pas étaler ici sur la place publique. Bien sûr. Non. Mais on veut savoir quand même. Puisque ça, c'est surprenant. L'opinion est surprise et même choquée de savoir que des gens qui ont parlé d'un langage unique tout au long de 18-17 mois, et puis finalement, ils viennent à voler un éclat comme ça. Il faut quand même éclairer la lanterne de la non, mais bien sûr. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parlait d'alternance,
je vous disais tout à l'heure que l'alternance était, et ça c'est un exemple, l'alternance était devenue notre objectif commun. Alors, il y a ceux qui pensent qu'on peut arriver à l'alternance par les élections. Il y en a qui pensent qu'avec ce régime, il n'est pas question de parler d'élections et que ce n'est pas la voie de la mobilisation populaire qu'il faut balayer ce régime. Et puis, il y en a qui pensent que c'est par le dialogue qu'il faut y parvenir. Bon, voilà. Nous étions ensemble, mais avec 3 stratégies différentes, 3 visions différentes. Mais c'est vrai que, bon, pour la cohésion, ces divergences ne sont pas apparues au grand jour. Vous l'avez même caché, n'est-ce pas, à la population? Bon, ben on ne l'a pas caché, mais nous avions fait en sorte que la cohésion du groupe soit maintenue. Bon, maintenant que nous sommes arrivés au 20 décembre et que le 20 décembre a été une étape. Bon, même si ce n'est pas la fin de la lutte, ça a été une étape. Bon, où il a fallu faire le bilan. Dans ce bilan, chaque parti l'a fait à son niveau, avant que l'on ne se retrouve. Bon, il y a des gens qui ont pu penser que si on avait suivi leur vision, leur stratégie, on n'en serait pas là. Et puis d'autres qui disaient, ah ben non, si on avait suivi, la situation aurait été pire, etc. etc. Mais toujours est-il que nous en sommes là où nous sommes. Le constat d'échec. Voilà, le constat est là. Donc, moi, je l'ai déjà dit, la situation telle qu'elle est aujourd'hui est regrettable. Mais elle n'est pas, j'allais dire, elle n'est pas inquiétante. Elle n'est pas inquiétante. Chaque parti, même ceux qui sont partis, tout le monde reste déterminé pour poursuivre la lutte. Ça, c'est quelque chose de positif. C'est ça. Bon, maintenant, peut-être que ce qui vient de se passer va apporter la clarification et que les gens qui ont la même vision de la situation, qui ont les mêmes objectifs stratégiques, qui ont les mêmes méthodes, qui veulent suivre la même ligne politique, vont se retrouver. Et c'est le cas des 7 qui restent maintenant? C'est le cas des 7 qui restent, c'est le cas d'autres. Ça, on peut en parler tout à l'heure, c'est le cas d'autres. Mais ça peut apporter une clarification. Et puis, maintenant, il peut se former plusieurs groupes. Et on peut aussi, à partir de là, nous mettre d'accord sur un minimum qui peut nous réunir à nouveau. Par exemple, la question des réformes. Nous sommes tous d'accord. Le problème de la libération des détenus, etc. Le problème des conditions d'organisation des élections transparentes et équitables au Togo, nous sommes tous d'accord. Donc ça, ce sont des points, des points qui peuvent constituer une plateforme minimale de revendications sur lesquelles on peut se retrouver. Bon, ça, j'extrapole, hein, mais je dis que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas fondamentalement inquiétant, même si elle est regrettable. Et cette clarification est nécessaire parce que, à partir de maintenant, eh bien, on ne fera plus semblant. C'est ça. Voilà, on ne fera plus semblant et chacun devra assumer sa ligne politique devant l'opinion. C'est ça. Et devant, devant la communauté nationale et puis les partenaires du Togo et devant nos compatriotes de l'étranger. Sauf que ça a affaibli l'opposition togolaise, hein, parce que la prochaine fois qu'on va se retrouver encore en groupe pour cela, avec quelle crédibilité, avec quelle confiance encore le peuple peut encore vous accorder. C'est ça, c'est pas inquiétant, vous l'avez dit, c'est regrettable, mais ce qui est sûr, c'est que ça a affaibli justement le poids de l'opposition, et vis-à-vis du régime et vis-à-vis de la population aussi. Non. Parce que vous avez suivi pendant près d'une année. Non, bien sûr, bien sûr. Non, les Togolais se sont fortement mobilisés. Mais tout est... Vous savez, les Togolais,
sont comme tous les peuples, hein, quand vous leur expliquez, ils comprennent. L'essentiel, c'est de ne pas esquiver les choses, c'est de dire la vérité aux Togolais. Nous avons eu des problèmes d'objectifs stratégiques, nous avons eu des problèmes de ligne politique. Tout ça, on les a tués pour la cohésion, en pensant que la cohésion favoriserait la mobilisation et que cette mobilisation nous permettrait d'atteindre notre objectif. Aujourd'hui, nous n'avons pas atteint cet objectif, mais cela ne veut pas dire que nous y renonçons. Alors, mais nous devons y aller autrement. Donc, voilà, il faut dire la vérité aux Togolais. Ce n'est pas la peine de venir dire aux Togolais que non, tout s'est bien passé, ou c'est de la faute d'un tel, Non. C'est une responsabilité collective et nous l'assumons. Maintenant, nous n'allons pas abandonner les Togolais à leur sort en disant « Ah ben non, maintenant, non ». Au contraire, nous devons poursuivre nous devons poursuivre le combat. Et c'est ça. Après le 20 décembre, il y a une mobilisation qui a été lancée, mais ça n'a pas porté. Oui, et bon, vous savez, voilà, ça c'est un exemple et ça nous en avons parlé lors des journées de réflexion. Nous avons dit que bon, sur cette manifestation, c'est vrai que il n'y avait pas unanimité. Voilà. Mais comme la majorité a décidé, on a fait quand même, et nous l'assumons tous. La mobilisation n'a pas été au rendez-vous. Nous l'assumons tous. Ceux qui étaient d'accord et ceux qui n'étaient pas d'accord. C'est la coalition, la C14, qui avait organisé cette manifestation, et nous assumons le fait que la mobilisation n'a pas été au rendez-vous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons institué 2 journées de réflexion, les 20 et 21 février, pour faire le bilan, voir ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait, ce que nous avons fait et que nous n'aurions pas dû faire. Et nous avons fait un bilan sans complaisance. Vous avez certainement eu le relevé des décisions. Nous avons été très sévères vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est dommage que tout le monde n'ait pas accepté de se prêter à ce jeu. Si on l'avait fait, nous étions 14 à avoir fait un chemin. Il est normal qu'au bout de ce chemin, nous puissions tous nous asseoir pour faire le bilan et que chacun, à partir de ce moment-là, en tire les conséquences. Bon, malheureusement, nous n'étions que 9 sur les 14 à aller à ces journées de réflexion, mais ça ne nous a pas empêché de faire ce et de tracer de nouvelles perspectives. C'est ça. Voilà. Entre-temps, il y a eu cette visite, bien sûr, rendez-vous avec le chef de l'État. Et certains ont participé, d'autres n'étaient pas. Et pourtant, c'était au nom de la C14. Tout à fait. Oui. Alors, vous savez, lorsqu'on s'engage dans le combat politique, au niveau où nous le faisons, c'est-à-dire pas d'activisme, mais de la vraie politique, par des gens qui demain peuvent se retrouver à la tête de ce pays, à gérer ce pays, il faut un minimum de courage. Et vous savez, cette décision d'aller rencontrer le chef de l'État, nous l'avons prise... À la demande de la C14. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous l'avons prise lors des 2 journées de réflexion. C'est ça. Parce que nous avons considéré qu'il y avait une urgence. Actuellement, nous avons une centaine de nos militants et des militants des organisations de la société civile qui sont encore en prison, dans des conditions indescriptibles. Il faut être passé par la prison, par les prisons togolaises pour savoir, pour apprécier les conditions dramatiques dans lesquelles ces gens vivent. Il y avait urgence. Et nous avons convenu
de mener une démarche auprès du chef de l'État pour poser ce problème afin qu'il soit réglé rapidement. Il ne faut pas que nous donnions l'impression d'avoir abandonné des gens qui, répondant à notre appel, se retrouvent dans cette situation. Ils ont répondu à notre appel et voilà, à manifester. Donc, il est de notre devoir de tout faire pour les sortir de là. Nous avons une obligation de résultat vis-à-vis de ces gens-là. Et c'est ce qui expliquait, c'est ce qui justifiait cette démarche. Mais nous sommes des politiques et nous étions aussi préoccupés par d'autres sujets concernant, par exemple, les réformes qui empoisonnent la vie nationale depuis de nombreuses années. Et nous avons pensé que, à l'occasion de cette rencontre, nous pouvions évoquer avec le chef de l'État la nécessité de poser le problème des réformes, non plus sous le terme sous l'angle d'un antagonisme entre le pouvoir et l'opposition, mais comme une nécessité, une nécessité pour engager le Togo vers la voie de la modernité et faire du Togo un pays démocratique comme le sont les pays qui nous entourent. Les 3 pays qui nous entourent ont déjà réalisé ces réformes. Et même s'il y a des difficultés, ce sont des pays qui sont des pays démocratiques. Et nous disons qu'il n'y a pas de développement sans démocratie. Donc, nous avons convenu, en plus du problème des détenus, des réfugiés, mais aussi de certains de nos militants qui sont sous contrôle judiciaire, donc en plus de ça, d'évoquer le problème des réformes, mais aussi d'évoquer le problème des élections. Parce que dans notre pays, à chaque fois, nous sommes, depuis près de 30 ans maintenant, nous sommes rentrés dans ce cycle élection, violence, dialogue, élection. Il faut qu'on en sorte et qu'on puisse organiser des élections en bonne et due forme et que le vainqueur, que le vaincu félicite le vainqueur, comme ça se passe ailleurs. Donc nous avons pensé qu'il était possible d'évoquer tous ces problèmes avec le chef de l'État, mais le problème le plus urgent pour lequel nous avons décidé d'aller le rencontrer, parce que c'est eux qui sont là, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux, surtout lui, le chef de l'État, qui a la possibilité de débloquer ces problèmes. Ça. Donc ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Nous avons dit, nous irons lui poser le problème. Donc cette décision avait été prise à 9. C'est ça. Ensuite, la rencontre qui s'est faite la dernière fois a été la mise en œuvre de cette décision. Et tout le monde était d'accord, sauf un seul parti, le parti des Togolais, qui a dit que il considérait que, parce que ce parti n'avait pas participé à toutes les phases préparatoires. Et il considérait que, tout en étant d'accord sur le principe, considérait que le moment n'était pas bien choisi. Donc, sur la base des explications qu'il a données, nous l'avons compris. Par contre, les 8 autres partis étaient d'accord. Et nous avons composé une délégation. Ils comprenaient l'ANC à l'époque. Posez-leur la question. Non. Moi, je viens de vous dire que... Vous étiez aux 8 partis, n'est-ce pas? Nous étions... nous étions 8 partis à prendre la décision. Voilà. Donc, y compris l'ANC, bien entendu. Oui, c'est tout. Voilà. Donc... et finalement, il n'était pas de la délégation. Non, ça, c'est de la cuisine interne c'est de la cuisine interne à la coalition. Il n'était pas de la délégation. On a pris les premiers responsables qui étaient là. Plus l'adjoint de la coordinatrice. Mais on a voulu quand même composer une délégation de haut niveau. Et donc, on a pris les premiers responsables qui étaient là. Ça, c'est la cuisine interne. Donc, je n'ai pas, à ce jour, entendu un responsable de l'ANC dire qu'il n'était pas d'accord sur le principe le principe de cette démarche.
Et quel était le feedback du chef de l'État? Est-ce que vous avez reçu, est-ce qu'il a compris vos préoccupations et qu'est-ce qu'il vous a promis? Alors, sur les 3 sujets que nous avons évoqués, il a paru très attentif. On s'est expliqué sur les différents points. Bon, maintenant, on verra. Il n'y a pas encore d'effet. Non, bon, on verra. Bon, on sait, il n'y a que... ça fait quoi? Une semaine, enfin, un peu plus d'une semaine. Entre-temps, je ne sais même pas. J'avais cru comprendre qu'il a voyagé. Donc, il n'est pas au pays, mais laissons-lui quand même le temps de réagir. Nous n'avons aucune raison de penser que il ne réagirait pas positivement aux problèmes que nous lui avons posés, parce que ce sont quand même des sujets d'intérêt national. Donc là-dessus, on ne va pas s'étendre plus. Voilà comment ça s'est passé. Rencontre échange nouveau numéro, nous parlons de la situation chez nous au Togo, avec cet éclatement de la coalition de 14. Ils étaient 14 au départ. Il reste maintenant que 7, on dit M. Antoine Folly sur mon plateau ici. Mais cet effectivement se fait sur des questions de sous. On en a entendu aussi sur les réseaux sociaux. On a près des millions par-ci, par-là. Et ça ne nous honore pas. Je ne sais pas. Qu'en est-il de cette affaire de sous, des millions? Je ne suis pas des leaders par-ci, par-là. Non, vous savez, moi, ça m'embête même de venir parler de ces genres de... Vous savez, les Togolais sont préoccupés par d'autres choses. J'ai appris, j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux cette affaire, enfin, tout ce qui se dit sur des millions. Bon, on parle de corruption, des leaders qui ont été corrompus. Franchement, est-ce que c'est avec 30 millions qu'on peut corrompre 14 leaders? Non, il n'y a pas. Il vous en faut plus. Non, mais non, on ne parle. C'est-à-dire, si on parle de 3 milliards, de 30 milliards, de 300, là je comprendrais. Mais 30 millions pour corrompre, ça n'a aucun sens. Donc, moi, je voudrais rassurer les Togolais. Il n'y a pas eu de corruption. Et je dis même que les responsables politiques qui ont porté cette affaire sur la place publique ont commis une faute politique. Non, ce n'est pas bien. Ça ne ressemble à rien. C'est pas la réalité? Non, vous savez ce qui s'est passé. Moi, je ne vais pas revenir sur les faits. Oui. Non. Oui, pas de façon vulgaire. Non. Moi, je ne vais pas revenir sur les choses. Non. D'autres collègues ont décrit les choses maintenant, comment les choses sont passées. Vous savez, lorsque vous rendez visite à un chef d'État, les choses se sont passées, on l'a dit maintenant, ce n'est pas la peine de cacher, ce n'est plus la peine de cacher. Les choses se sont passées la veille du sommet du 31 juillet. La nuit, la veille, il y a un chef d'État qui voulait nous rencontrer pour connaître, pour s'informer de la situation et de nos positions. Bon, on est allé le voir, on a parlé, il a donné son point de vue, nous avons donné le nôtre, et bon, nous lui avons dit, il nous a donné des conseils, nous lui avons réitéré nos positions en lui disant que nous espérons que les chefs d'État écouteront les cris de détresse des Togolais. Bon, au moment où on partait, c'est vrai, ce chef d'État, nous étions déjà debout en train de partir. Il dit, mais j'ai un petit cadeau pour vous, c'est dans un sac, vous savez les sacs dans lesquels on met les duty free, qu'on donne dans les aéroports. Bon, vous êtes en présence d'un chef d'État qui vous dit, je vous fais un cadeau. On ne savait même pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vous fais un cadeau. Bon, on fait quoi? On dit, non, on ne veut pas,
Donc, c'est vrai que on a pris le sac. Je vous épargne les détails. Bon, D'accord. Et puis, c'était le 30 juillet. Le 31, il y a eu le sommet. Tout le monde attendait la feuille de route. Et puis, on s'est retrouvé le 1er août. Et les 7, nous étions 7 à avoir composé la délégation pour aller rencontrer ce chef d'État. Nous étions 7. Et le 1er août, à la réunion de la conférence des présidents, nous avons, la coordinatrice a fait le compte rendu de cette rencontre et a fait et dans le compte rendu, elle a parlé de ce cadeau encombrant. Bon. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que, d'abord, il n'y a jamais eu de corruption. La corruption voulait dire que nous avons reçu de l'argent contre quelque chose. Non. Et deuxième raison, il y aurait eu corruption s'ils ont pris cet argent et que les leaders se sont partagés. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et lorsque la coordinatrice a fait le compte rendu, elle a dit, après vérification, dans le sac, il y avait 30 millions. Qu'est-ce qu'on a fait? À 14, on a été unanime à dire que on ne pouvait pas retourner ce cadeau. Ça ne se fait pas. On ne pouvait pas le retourner. Ça serait, j'allais dire, insultant, irrespectueux, voire insultant pour ce chef d'État. Nous étions 14 à avoir décidé que nous allons reverser cette somme dans la caisse commune de la coalition pour financer nos activités. Bon, qu'y a-t-il de mal à ça? C'est ce que nous avons fait et nous l'avons décidé à 14. Donc, et puis, à 14, nous avons décidé de ne pas communiquer. Si par hasard, un jour, la question nous était posée, nous répondrons. Nous dirons exactement comment ça s'est passé. Bon, donc voilà comment les choses se sont passées. Alors, moi, ce qui me fait mal, c'est que des gens qui ont pris part à cette décision soient sortis du groupe pour aller mettre cette affaire sur la place publique, pour apparaître comme des gens propres, etc., etc. Non, cela n'est pas sérieux. Quand on fait de la politique à ce niveau-là, parfois il faut faire preuve d'un minimum de responsabilité et de bon sens. Donc, moi, je voudrais rassurer les Togolais. En tout cas, en ce qui me concerne, et ça, je le dis, et je mettrai ma main au feu pour tous les 14 leaders de l'opposition. Aucun d'entre eux n'accepterait de compromettre notre lutte ou d'aller, d'aller prendre de l'argent contre quoi que ce soit qui compromettrait notre lutte. Et ça, la main sur le cœur, je donne ma main à couper sur tous les 14, au nom des 14, je sais qu'il n'y en a pas un seul. Alors, j'ai entendu des tas de choses. On a accusé Jean-Pierre Fabre, on a accusé Brigitte Adjamagbo. Non, mais en plus, c'est tellement faux que quelqu'un comme Jean-Pierre Fabre, lui, je me souviens, je lui ai dit, non, moi, vous savez, les histoires dessous, je ne veux pas, on fera comme, il faut qu'on décide ensemble, et on fera ce que le groupe décidera. Je ne veux pas que demain... Et Brigitte Adjamagbo a été encore plus dur, vous voyez. Donc, cette affaire-là, je ne comprends pas pourquoi certains s'amusent à vouloir accuser d'autres, tout en sachant comment les choses se sont passées. Et je vous dis, j'aimerais être démenti par un seul d'entre eux, c'est à 14. C'est vrai que nous étions 7 à aller rencontrer ce chef d'État. Mais le compte rendu a été fait lorsque les 14 étaient présents. Et la décision, c'est les 14 qui ont pris.
Donc, mais pourquoi, si ça avait été le cas, pourquoi certains n'ont pas dit, ah non, 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 lorsqu'on puisait dans cette caisse pour financer nos activités, pourquoi ils n'ont pas dit, ah non, 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 on ne fait pas parce que, non, ça n'a aucun sens. Donc, je voudrais rassurer les Togolais sur ce plan. Et en matière de probité, en matière d'intégrité, je leur demande de continuer à avoir confiance, quelles que soient les difficultés que nous avons aujourd'hui, je leur demande de continuer à avoir confiance dans la droiture, l'intégrité, la probité des dirigeants, des 14 dirigeants de la C14. Voilà. Bien, merci M. Antoine Foley pour cet éclairage. Alors, autre préoccupation, ce qui embête le collectif, dans le subconscient collectif du Togolais, ce sont ces morts. Vous parlez des prisonniers, ils sont en vie, dans des conditions difficiles, d'accord, vous avez plaidé leur cause, mais ces morts, on ne va plus jamais les récupérer. Alors, ça sert à quoi finalement cette lutte qui a été menée dans le déclic, a été ce fameux 19 août 2017 ? Alors, dans votre conscience, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y aura une lassitude autour de la lutte politique chez nous? Parce que les Togolais avaient mis leur cœur. Vous avez dit qu'ils étaient mobilisés à vous accompagner pour accoucher de ce que nous avons aujourd'hui. Non, vous savez, les Togolais ont conscience de la situation dans laquelle nous vivons. J'ai dit récemment, lors d'une conférence de presse, que les Togolais sont de plus en plus nombreux à avoir même honte d'être Togolais, honte de la misère, de la situation de misère qu'ils vivent, parce qu'ils n'arrivent plus à assumer leur rôle de parents, ils n'arrivent plus à assumer leur rôle de soutien de famille, et c'est vrai, ils ont en face d'eux un régime qui semble tourner le dos à leurs intérêts, enfin à leur intérêt. Ils ont en face d'eux une opposition, c'est vrai, qui lutte, qui fait ce qu'elle peut, mais qui n'obtient pas de résultat. Donc, ça peut, je suis d'accord, que ça puisse créer une forme de frustration, même de lassitude. Mais nous sommes dans cette situation. C'est comme quelqu'un qui est malade, il faut qu'il se soigne, il faut qu'il continue de se soigner jusqu'à la guérison. Donc refuser de se soigner, c'est accepter de mourir de cette maladie. Mais très peu de gens feraient ce choix. Donc nous sommes exactement dans la même situation. C'est vrai que nous sommes dans une situation difficile, nous sommes face à un régime qui fait tout pour se maintenir au pouvoir, mais c'est de notre devoir de continuer à lutter pour parvenir à l'alternance. Et ça viendra. Tôt ou tard, ça viendra. Ça ne peut pas ne pas arriver. Donc, malgré les sacrifices, et on en fait tous. C'est vrai, vous avez parlé des morts, mais il y a eu aussi des morts dans nos rangs, c'est-à-dire dans les rangs des dirigeants. Je pense à Tavio Morin, je pense au docteur Marcati Lépée, etc., etc. Je peux en citer d'autres. Donc, mais ce sont les martyrs, et ça, dans un combat pour la liberté, c'est vrai que ça fait partie des risques que nous courons. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on n'est pas encore arrivé au résultat que nous attendons, mais cela n'empêche que nous devons continuer à lutter. Si ce n'est pas, si c'est pas nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont lutté pour que le Togo devienne un pays indépendant. Bon, ben, ils l'ont fait. Certains d'entre eux sont morts 1 ou 2 mois après l'indépendance. Proclamation. Voilà. Bon, donc, ils ont lutté pour leurs enfants. Ils ont lutté pour leurs petits-enfants. Des gens sont morts pendant la lutte pour l'indépendance. Ils se sont sacrifiés pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le Togo, tôt ou tard, sera libéré de la dictature. Tôt ou tard, le Togo s'engagera sur la voie du développement économique et social. Tôt ou tard, les Togolais connaîtront la liberté. Tôt ou tard,
les Togolais connaîtront la prospérité. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener. Il ne faut pas que les Togolais se mettent dans la tête que ce combat est un combat à jouissance immédiate. Donc, nous faisons pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants connaissent une meilleure situation que nous connaissons aujourd'hui. Et ça, c'est un combat de libération. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et nous sommes dans une année électorale. Il y a les élections locales qui se préparent. Adi a envoyé son représentant à la CENI. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un changement de stratégie? À 100 ans, cette CENI a été boycottée? Non. Ce que je peux vous dire, c'est que la CENI actuelle, de notre point de vue à la coalition, ne correspond pas à la CENI que nous aurions voulu, parce qu'elle n'est pas représentative du paysage politique togolais. Vous parlez tout à l'heure de Adi qui a envoyé en tant que parti extra-parlementaire. Bon, c'est un raté, c'est des malentendus qui ont amené cette situation. C'est pas le plus important. Nous sommes en train de régler ça en interne. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que cette CENI, telle qu'elle est, ne nous paraît pas refléter la composition du paysage politique togolais. Est-ce que ça veut dire qu'on va encore boycotter les locales? Non, je ne dis pas qu'on va boycotter les locales. Nous avons, lors des 2 journées de réflexion, nous avons pris la décision d'aller à ces élections locales. On l'a écrit clairement. Mais nous avons dit aussi que nous allons nous battre pour que ces élections se déroulent dans de meilleures conditions d'organisation que nous avons connues, par exemple, pour les législatives. Donc, nous allons travailler, nous allons nous battre pour que les conditions d'organisation de ces élections soient différentes de ce que nous avons connu pour les législatives. À condition qu'il y ait une révision du fichier électoral, parce que vous n'étiez pas enregistré. Bien entendu. Bien entendu, ça c'est le minimum. C'est aujourd'hui. Vous savez, quand il y a une élection, la loi donne le droit à tout Togolais en âge de voter, de s'inscrire sur la liste électorale, d'être inscrit sur la liste électorale. C'est un droit. Maintenant, il peut en jouir, il peut décider de ne pas en jouir, mais c'est un droit et il revient au gouvernement de notre pays de faire en sorte que chaque Togolais en droit de voter, en âge de voter, puisse s'inscrire sur les listes électorales, puisse se faire recenser sur les listes électorales et exercer son devoir civique lorsque arrivera le moment des élections locales. Ça, c'est un minimum. C'est ça. Voilà. Et là, vous n'allez plus parler de boycott, vous allez demander à appeler la population à les inscrire, n'est-ce pas? Enfin, vos partisans, vos militants. Non, mais bien sûr, si je vous ai dit tout à l'heure que nous allons continuer à nous battre pour que les conditions d'organisation. Mais la fiabilité du fichier électoral fait partie des conditions d'organisation de ces élections. Donc, si ces conditions minimales sont remplies, il n'y a pas de raison pour que nous n'appelions pas nos militants et nos sympathisants à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales lorsque le moment viendra, lorsque cette révision ou ce recensement seront ouverts. Avec la C14 toujours ensemble, ou bien vous ne savez pas encore? Non, vous savez dans quelles conditions nous évoluons maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au départ, nous étions partis sur une plateforme qui ne comprenait pas les élections. D'accord. Alors maintenant, s'agissant des élections, il y a des partis qui peuvent considérer que tout seuls sont suffisamment forts, suffisamment grands, suffisamment forts
pour, Allez. voilà, pour battre, enfin pour, j'allais dire, pour battre ce régime. Bon, ils vont faire leur choix. Mais la coalition, telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien nous voulons maintenir cette volonté politique de maintenir le flambeau de l'unité d'action, parce que c'est ce que veulent les Togolais. Les Togolais veulent que nous restions ensemble pour exiger les réformes, pour exiger les conditions d'organisation des élections, mais aussi pour aller aux élections et les gagner, et ensuite prendre le pouvoir, qu'il soit pouvoir municipal, ou pouvoir législatif, ou pouvoir présidentiel, prendre le pouvoir et l'exercer en leur nom. En tout cas, les 7 que nous sommes aujourd'hui au sein de la coalition, eh bien, nous avons réaffirmé cette volonté de rester ensemble et de rester ensemble pour être plus fort et répondre surtout à la demande des populations togolaises. Donc, quoi qu'il en soit, la coalition ira à ces élections. Voilà. 2020 aussi, bientôt, à nos portes, ça nous porte. Bien sûr, tout à fait. Nous, quand nous parlons d'élections, bien sûr, c'est les élections législatives et présidentielles. Donc, il n'y a pas de raison que, au jour d'aujourd'hui, mais attention, je le répète, nous devons continuer à nous battre pour que ces élections s'organisent dans de meilleures conditions. Et bien entendu, avant toute élection, avant ces élections, aujourd'hui, nous pensons que après la feuille de route de la CEDEAO, après la proposition, la proposition de loi, les recommandations de l'expert désigné par la CEDEAO, il n'y a plus aucune raison de ne pas réaliser rapidement les réformes. Donc, nous continuons de penser que très rapidement, les réformes seront effectuées conformément à la feuille de route de la CEDEAO et aux recommandations de l'expert sénégalais qui a été commis par la CEDEAO à cet effet. C'est ça. Voilà. Et à ce moment-là, il ne restera plus qu'à travailler pour que les conditions d'organisation des élections soient optimales. C'est ça. Bien, merci Antoine Follet pour cet éclairage. Alors, finalement, comment va-vous l'avenir, n'est-ce pas, de l'opposition togolaise? Est-ce qu'elle peut encore rebondir pour reprendre et continuer à mobiliser comme elle a fait ces 10 derniers mois? Non, vous savez, l'opposition est obligée de se ressaisir. L'opposition est obligée de rebondir. Je disais tout à l'heure que les Togolais ont en face d'eux un régime qui tourne le dos à leurs intérêts. On nous parle beaucoup de PND, programme. Bon, ça, nous considérons que c'est le programme de campagne de M. Faure Gnassingbé qui a déjà commencé. Mais après 2020, on n'en entendra plus parler. Non, l'opposition doit s'organiser pour constituer une véritable alternative crédible à ce régime. Et c'est ce que les Togolais attendent de nous. L'opposition doit se réorganiser clairement autour d'une ligne politique claire dans l'esprit des Togolais, autour d'un projet politique clair avec tout un ensemble de réalisations pour améliorer le niveau de vie des Togolais et développer ce pays. Nous devons également, et pour cela, il n'y a pas d'autre, j'allais dire, nous sommes obligés de passer par une alliance électorale forte pour que les Togolais continuent de nous faire confiance, pour recueillir la confiance des Togolais. Vous savez,
il est évident dans l'esprit de... Si les Togolais insistent tant pour que nous restions ensemble, c'est parce que les Togolais sont convaincus, et nous aussi nous sommes convaincus avec eux, qu'aucun parti politique togolais, aucun, quel qu'il soit, de l'opposition aujourd'hui, n'est capable, à lui tout seul, de venir à bout de ce régime. Que ce soit par les élections, que ce soit par tout ce qu'on veut, il n'y a aucun parti politique aujourd'hui. Tout le monde va dire, oui, moi je peux, mais la réalité, on le sait. On le connaît. On sait que aucun parti politique. Donc, c'est ensemble, en étant sincères, en nous faisant confiance et en étant, en donnant, j'allais dire, la prééminence, voilà, c'est le mot que je cherchais, oui. En donnant la prééminence à l'intérêt général sur les intérêts partisans et les intérêts individuels, les intérêts personnels, c'est en donnant la prééminence à l'intérêt général que nous arriverons à bout de ce régime. Cela demandera des sacrifices à chacun. Peut-être que certains aujourd'hui sont plus forts. Bon, il faudra que... mais en tout cas, nous, au niveau des 7 qui sont dans la coalition aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons cette volonté de continuer à tenir le flambeau de l'action unitaire, mais on va le faire dans la confiance, dans la sincérité, et puis, mais aussi dans l'humilité. C'est ça. Bah, oui, dans l'humilité, parce que il ne sert à rien. Vous savez, en politique, les situations sont très volatiles. Ce qui est vrai aujourd'hui peut devenir faux demain. Donc, cela doit nous imposer un minimum, beaucoup d'humilité face aux populations et face à nous-mêmes. Parce que nous avons le devoir de sortir le Togo et les Togolais de la situation actuelle. Quand vous interrogez les Togolais, et nous, dans le cadre de nos activités politiques, nous nous promenons beaucoup. Quand vous interrogez les Togolais, il y en a très peu. Je ne sais même pas si vous en trouverez qui vous diront « Ah, moi, je suis heureux dans ce pays. Tout va bien pour moi. » Non. La grande partie des Togolais, la majorité des Togolais se plaignent. Parce que les gens souffrent. Nous souffrons tous, nous souffrons avec. Et notre volonté, c'est de trouver... nous avons les ressources pour développer ce pays. Donc, c'est faire en sorte que le pays devienne un jour, comme on dit, la Suisse de l'Afrique. L'ordre de l'humanité. Voilà, l'ordre de l'humanité. Et nous pouvons y parvenir. C'est ça. Nous pouvons y parvenir. Il suffit qu'on fasse preuve d'un peu d'abnégation, d'un peu d'humilité, qu'on se fasse confiance et surtout qu'on fasse confiance aux Togolais et nous y parviendrons. Merci, on a besoin de cette confiance parce que d'ici maintenant tout s'est passé, le Togolais ne sait plus à quel sens se voit. Un dernier mot pour clore cette émission, un message rapidement. Non, moi je voudrais une fois encore rassurer les Togolais. Beaucoup peuvent être découragés par la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la coalition, mais je leur dis que ça fait partie de la vie politique, ça fait partie du processus politique. Donc, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Nous n'avons aucune intention de galvauder ou de gâcher tout ce crédit de confiance, toute cette mobilisation que nous avons drainée au cours de ces 18 mois. Et je demande aux Togolais de continuer à nous faire confiance et surtout de nous inciter à l'union, quelles que soient les difficultés que ça comporte, et de continuer à nous faire confiance. Voilà. Okay. Merci, M. Antoine Fourie. Je crois que vous êtes le délégué général de l'UDS Togo. Vous faites partie de la
C14 partis qui est resté au sein de la coalition jusqu'à ce jour. C'est fini pour cette réflexion. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres analyses. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup.